Pour la Grande-Bretagne, le Maroc a fait montre d'une diplomatie particulièrement proactive en proposant ses services dès le début des négociations sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Dès la publication des premiers rapports sur les carences que causerait le Brexit à la Grande-Bretagne, notamment aux chapitres essentiels que sont les légumes, les fruits, les produits halieutiques, mais surtout sur les opportunités de partenariat pour son tissu industriel et technologique hors d'Europe. Le Maroc a vite engagé des pourparlers préliminaires avec les Anglais. Ces pourparlers ont abouti à la signature le 26 octobre 2020 à Londres par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire d'État britannique chargé du développement international, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Andrew Morrison, d'un accord d'association dont la teneur et la valeur dépassent largement le fameux statut avancé entre parenthèses, qui lie le Maroc à l'UE. En effet, Marocains et Britanniques qualifient leur accord d'instrument de partenariat stratégique fort, ambitieux et durable, d'autant qu'il est assorti d'une déclaration politique qui réaffirme la position du Royaume-Uni sur la question du Sahara marocain en marquant son appui aux efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans le cadre de son initiative d'autonomie. Cet accord maroco-britannique, signé juste avant la date butoir du Brexit de 2 mois, a été perçu comme une espèce de bras d'honneur, et c'est peu de le dire, aux principaux partenaires économiques européens du Maroc, que sont la France et l'Espagne. Les choses vont se corser lorsqu'un think tank américain proche du Hudson Institute de Washington, animé par des néoconservateurs américains et qui collabore promptement avec les majors de la City londonienne, se mit à examiner les opportunités offertes par la rive atlantique saharienne, quant à l'investissement et le commerce en Afrique. Les Britanniques se rappellent alors au souvenir de leurs chercheurs qui découvrirent quelques années auparavant le mont Tropique au large de Dakhla. En effet, dans le cadre du projet Marine ETEC, qui analyse la composition des minéraux au fond de la mer, les chercheurs du Centre national d'océanographie britannique avaient découvert une zone très riche en tellure. Les analyses montrent que la croûte extérieure de cette montagne tropique, épaisse de presque 5 cm, regorge de tellure. Les analyses montrent que la croûte extérieure de cette montagne, épaisse de presque 5 cm, regorge de tellure, une vraie mine d'or. Il y en aurait 50 000 fois plus que dans les dépôts trouvés sur Terre. La Tropic Seamount, ou le mont Tropique, contiendrait 2670 tonnes de tellure, soit 1/12 des ressources mondiales actuelles, utilisées dans la construction de panneaux solaires. Cette masse de tellure pourrait satisfaire 85% des besoins électriques du Royaume-Uni. Dans l'industrie automobile, ce sont des millions de véhicules équipés de batteries électriques à charge durable. C'est au vu de tous ces éléments que la Grande-Bretagne n'eut aucun mal à encourager Trump à reconnaître au Maroc son Sahara. Je vous rappelle que Trump, qui, avec force tonitruante, applaudit et célébrait la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, est le même qui a toujours exécré l'allemande Merkel, allant jusqu'à l'insulter publiquement, notamment à propos de l'industrie automobile de son pays, et mépriser le français Macron pour, dit-il, sa fausse fierté. Tous ces éléments mis à côte ont constitué du pain béni pour le Maroc, d'où la rage des Allemands mis sur la touche quant au futur de leur industrie automobile, des Français qui ont vu le Maroc leur tirer le tapis sous le pied grâce à la reconnaissance américaine du Sahara marocain. Et l'Europe, me diriez-vous? La France dans tout ça? Il faut savoir que la France, qui a longtemps misé sur l'épée de Damoclès du Sahara marocain au-dessus de la tête du Maroc, s'est retrouvée dépouillée de sa carte maîtresse du jour au lendemain dans ses rapports avec le Royaume, et ce, à l'instant même où les USA ont reconnu la marocanité du Sahara. Ça peut paraître paradoxal, car la France a souvent défendu le Maroc au sein de l'ONU. En effet, oui, mais certainement pas pour les beaux yeux des Marocains, mais plus pour pouvoir relancer les négociations des grands contrats, notamment d'armement ou de projets structurants. Et c'est souvent à la veille de chaque rendez-vous onusien consacré à l'affaire saharienne. Oui, je suis d'accord avec vous, ça ressemble à du chantage. On arrive maintenant aux autres truands de l'Europe qui sont l'Allemagne et l'Espagne, et le rôle joué par la France pour ameuter la meute des mangeurs de tapas et de bretzel. Tout le monde sait que la France ne va pas se mettre en première ligne pour attaquer le Maroc, qui lui a pourtant piqué un nombre considérable de ses positions traditionnelles en Afrique.
Si le faisait, les dégâts collatéraux économiques, sociodémographiques, politiques et diplomatiques seraient considérables, autant pour elle que pour le Maroc d'ailleurs. Elle a donc poussé l'Allemagne, dans un premier temps, vers l'hostilité anti-marocaine. L'Allemagne n'a pas le cran en fait pour convoquer une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU dès le 17 décembre 2020, soit à peine une semaine après la reconnaissance par les USA de la marocanité du Sahara, sans l'aval, sinon la demande de la France. La France n'a pas eu le culot de le faire elle-même. Même si le chaos technique par Trump l'a meurtri autant que l'Algérie elle-même, d'ailleurs Macron n'a jamais pu s'accorder avec le nouveau statut marocain de puissance régionale et continentale. Bien au contraire, il a multiplié ménagements et signes d'amabilité à l'égard des militaires d'Alger. Reconnaissance du mal de la colonisation, rapport Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie, visite officielle à Alger. Il n'a pas dit un mot sur la répression sanglante du Hirak par les caporaux algériens, la disparition d'opposants algériens. Enfin bref, la France détourne le regard sur le bordel algérien, alors qu'elle n'hésite pas à lâcher les chiens des journaux français sur la moindre glissade sur le trottoir d'un journaliste marocain. Un journaliste qui se blesse ou fout au Maroc, c'est la faute du Marzane selon eux. N'oublions pas que ce même Macron n'a jamais vraiment apprécié la forte implication marocaine dans la résolution du conflit libyen. Par ailleurs, la diversification des fournisseurs du Maroc au registre des infrastructures et les grands projets, sans compter l'armement et le transfert de technologie, agace le milieu patronal français depuis les commandes du TGV Tanger-Casablanca et le tramway Casablanca et Rabat, arrachés au forceps par Sarkozy. Puis, dans les domaines aussi stratégiques que les assurances, les banques, les télécoms ou le BTP, le Maroc a pu s'établir confortablement dans une trentaine de pays africains. Autant de parts de marché perdues par la France et les supporters de la France-Afrique. Parlons même pas du Rafale, des chantiers navals français et autres types d'armements boudés au profit des USA, de l'Italie, voire même du Brésil et d'autres. L'ère de la concorde franco-marocaine, entre parenthèses, inébranlable, semble aujourd'hui révolue. Voilà pourquoi la France s'est-elle tournée également vers l'Espagne pour l'inciter à troubler la marche marocaine vers le rayonnement dans sa région, comme vers l'expansion économique dans son continent. Car l'Espagne seule n'aura pas osé accueillir le chef du Polisario et l'hospitaliser chez elle sous un faux nom et un faux passeport sans l'aval sinon l'encouragement de la France. Et pour l'affaire Pegasus, est-ce que c'est encore la France? Ben oui, et que vous voulez que ce soit. On sait très bien qu'à l'ère des médias sociaux et de l'information rapide, la rumeur, ou ce qu'on appelle fake news, a été élevée au rang d'outil diplomatique central, dont l'utilité consiste à fragiliser autant l'ami que l'adversaire, pour obtenir des concessions en prévision de négociations, devant mener soit au compromis, soit carrément au casus belli. En l'occurrence, la France et le Maroc en sont au subterfuge judiciaire. Doublé d'un jeu de go diplomatique sourd où fleurissent les non-dits et où les médias servent de conducteurs de messages. Ainsi, dès le lendemain de la publication des vraies fausses révélations de Pegasus, le ministre marocain Bourita est parti à Paris pour prévenir une malencontreuse extension diplomatique de l'affaire qui doit rester au stade de la rumeur. De toute façon, on attend toujours les preuves de l'implication marocaine et à mon avis, on risque d'attendre très longtemps. Après les colossales manœuvres militaires terrestres, y compris au Sahara marocain à Mahbes, de l'African Line et aéronaval au large de l'Atlantique, américano-marocaine, la France a fini par comprendre qu'elle peut faire le deuil de sa relation exclusive avec le Maroc. Celui-ci, là, quant à lui, déjà fait. Mieux, il a consacré les 5 dernières années à étouffer ou pointer les services de renseignement français et leurs auxiliaires non seulement chez lui, mais également sur une large étendue de la sphère subsaharienne. Les Américains, les Britanniques et les Chinois s'en réjouissent. La classe politique française n'a pas pris la mesure des pas géants réalisés par le Maroc dans le domaine sécuritaire. Aujourd'hui, le Maroc se présente au monde avec un système sécuritaire éblouissant par ses performances, où chacune de ses composantes, tout en gardant jalousement ses propres spécificités, cultive la complémentarité et le soutien des autres. Ce système est caractérisé par une transversalité que la France peine à instaurer chez elle. Toutes les composantes du système collaborent efficacement et promptement, sans état d'âme. Les directions des affaires générales, dépendant de la préfectorale, y apportent leur armée de Moqaddam et Shir, un corps d'auxiliaires unique dans le monde, qui traque le moindre mouvement suspect dans les zones urbaines et rurales, tout en remontant vers leur hiérarchie, le renseignement, fut-il des plus insignifiants. Ces soldats de la proximité
collabore avec l'ensemble des polices, la PJ, les RJ, la DGST, la gendarmerie et le Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIG, et même la 2e et 5e bureau des phares. La formation de la police marocaine a évolué vertigineusement en qualité et en contenu depuis 3 décennies. Les services occidentaux sont souvent bluffés par l'extrême rapidité et la disponibilité de leurs partenaires marocains. Depuis une décennie, une refonte totale du système marocain a permis d'en faire un outil central de la souveraineté du royaume. La Direction générale des études de la documentation, l'équivalent de la DGSE française et de la CIA américaine, s'est hissé au rang d'acteur incontournable de la grande diplomatie chérifienne, au point que son patron, Mohamed Yassine El-Mansouri, est chargé ponctuellement de missions sensibles auprès de chefs d'État, notamment africains et arabes. Et c'est ça aussi qui agace les services de renseignement français. Chaque performance marocaine en matière de renseignement, surtout si les cibles se trouvent sur le sol européen, peut certes réjouir et parfois soulager les services français, mais elle constitue aussi en même temps l'expression d'une contre-performance française.